Merci de suivre les programmes de Walfadjri. Bienvenue dans cette émission Actu en 7 en ce samedi 22 février 2014. Nous recevons Abdoulaye Sakoufaye, il est journaliste et directeur de Trade FM. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Thomas. Nous recevons également Balé Préra, il est journaliste et communicant. Bonjour Balé. Bonjour Thomas. Merci à vous deux d'être là. Nous rentrons dans cette émission dans le premier bloc de sujets où nous allons parler d'économie en écoutant Birahim Seck, membre du Forum civil. Il se trouvait à Saint-Louis dans le cadre d'un atelier avec pour objectif de faire prendre conscience aux populations qu'il est important qu'elles puissent vérifier la traçabilité des ressources collectées en leur nom. Évidemment, nous allons parler juste après cela du plan Sénégal émergent, du club consultatif de Paris, entre autres. Nous suivons Birahim Seck au micro de Gabriel Barbier et nous revenons juste après Magnéto. Depuis les années 2000, ce n'est pas la première fois que le Sénégal aille au groupe consultatif de Paris et qu'on s'est rendu compte que les citoyens étaient plutôt des spectateurs. Ils n'étaient pas informés quelles sont les conditionnalités pour contracter des dettes, est-ce qu'il y a des dons, à quel taux. Les populations n'étaient pas informées. Et aujourd'hui, on s'est dit qu'il faut impérativement qu'il y ait une sensibilisation de l'ensemble des populations à travers les coalitions citoyennes au niveau de chaque localité, qu'ils puissent avoir un regard sur l'argent du contribuable de façon globale, sur l'argent qui sera collecté au niveau du groupe consultatif de Paris, mais également sur l'argent qui sera collecté auprès des partenaires, des investisseurs privés, et l'argent qui est également versé par les contribuables en termes d'impôts. Donc seule aujourd'hui, la réponse de l'engagement citoyen, la réponse également du contrôle citoyen ne peut se faire qu'à travers une organisation, des organisations de la société civile à la base, donc une coalition citoyenne. Pourquoi? C'est pour empêcher ce qu'on a connu ces temps-ci, la traque des biens mal acquis, que cette situation également se reproduise. Donc c'est pour sensibiliser les populations, pour prendre les devants d'une surveillance globale sur l'ensemble des deniers publics qui seront collectés au nom du Sénégal. Abdoulaye Sakoufaye, ce plan Sénégal émergent et cet objectif d'atteindre 5% de croissance, est-ce véritablement réalisable? Ben, je crois que c'est réalisable. Nous sommes en économie et je crois que quand même si ce plan Sénégal émergent a été planifié, a été mis en forme, je crois que quand même ceux qui ont en charge les affaires de ce pays-là ont bien réfléchi à l'utilité d'avoir un plan Sénégal émergent, puisque, faut-il le rappeler, nous avions quand même une stratégie nationale de développement économique et social qui était un peu la pierre angulaire de l'économie sénégalaise, en tout cas des objectifs de croissance que le gouvernement s'est fixé. Si ce plan Sénégal émergent vient en appoint à cette stratégie nationale de développement économique et social qui est en réalité le cadre global du développement. Le plan Sénégal émergent, si vous voulez, c'est un peu un resserrement de cette stratégie nationale de développement économique et social avec des objectifs beaucoup plus ciblés et des projets qui ont été ficelés. Donc c'est un peu plus visible qu'une stratégie nationale qui est définie et qui voit un peu dans les grands ensembles de ce qu'il y a à faire. Le plan Sénégal émergent, d'après ce qui nous a été présenté, puisque nous n'avons pas participé à l'élaboration de ce document, nous en avons eu un avant-goût. C'est donc un ensemble de projets sur lesquels l'État du Sénégal va aujourd'hui aller directement à des objectifs de financement, puisque ce sont des projets qui ont été ficelés, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, que ce soit dans le domaine des transports ou dans d'autres domaines. C'est une vision beaucoup plus proche, beaucoup plus pragmatique, si vous voulez, de l'économie sénégalaise et des projections sur lesquelles le gouvernement du Sénégal est en train d'aller dans ces 10 prochaines années. Je crois que ce n'est pas quelque chose de mauvais. Quand vous faites des projections, il faut avoir de la visibilité par rapport à ce que vous faites. Il faut être également sur le long terme, mais surtout, il faut faire du concret. Et je crois que ce plan Sénégal émergent va justement sur la réalisation d'objectifs précis qui ont été définis dans la stratégie nationale de développement économique et social du Sénégal. Balé Préra, assez souvent le débat, si l'on peut dire, médiatique autour du plan Sénégal émergent, l'une des accusations faites, c'est qu'il s'agit d'un plan qui répond plus à des besoins politiques qu'à des prévisions réelles bâties sur des chiffres de la statistique. Une fois de plus, la question est reposée. Est-ce réalisable cet objectif 5% de croissance? En tout cas, on le souhaite. Vous avez tout à l'heure dit que l'objectif visé en termes de taux de croissance c'était 5%. C'est un peu plus. 7 à 8%, 7 à 8%. pour l'horizon 2014-2018, c'est-à-dire la phase
de décollage. Maintenant, c'est un horizon beaucoup plus important, c'est-à-dire sur 20 ans. On parle de 2035, absolument. Bon, en tout cas, on souhaite que ça soit réalisable parce que ce qui sous-tend ce plan Sénégal émergent, c'est qu'on s'est rendu compte, le constat a été fait que on a un croix démographique de 3%. C'est-à-dire chaque année, en termes de croissance démographique, il y a 3%. Alors que le taux de croissance économique était entre 3,5% et 4%. Donc le croix démographique absorbait le croix économique. Maintenant, il faut accélérer, avoir des taux de croissance de 7 à 8% sur un horizon plus ou moins large, une décennie dans un premier temps et 20 ans dans une seconde phase, pour pouvoir contenir ce croix démographique, créer de la richesse, réduire la pauvreté et qu'il y ait moins de vulnérabilité sociale. C'est ça l'objectif. Maintenant, c'est juste un plan avec des ambitions, avec des vœux qui peuvent être pieux des fois, il faut le reconnaître, mais l'ambition de projeter le Sénégal vers l'émergence dans un horizon de 20 ans me semble quelque chose de louable. Maintenant, on va juger sur pièce. Les projets qui sont présentés, 28, une trentaine environ, semblent ambitieux. Maintenant, il faudra aller négocier cet argent pour financer ce projet. Déjà, on nous annonce, notamment avec le ministre de l'économie et des finances et celui du budget, que 71% des financements sont acquis. Il faut juste essayer d'avoir complété les 29%. En tout cas, on est en train de voir si on pourra capter toutes ces ressources-là. Peut-être une précision qu'il faut faire. Souvent, les gens pensent que au retour de Paris, il y aura dans les caisses des milliers, dans les valises, des milliers de milliards. Il faut dire que c'est des engagements de crédit, des promesses. Maintenant, il faudra, avec ces programmes, essayer d'absorber tous ces crédits que les PTF, les partenaires techniques et financiers, ont promis, c'est-à-dire à travers des projets et des programmes réalisables et réalistes. Et on pourra peut-être atteindre 100%, 90%, 70% de ces engagements qui sont pris par ces partenaires techniques et financiers et le secteur privé de manière générale. Parce que c'est quelques 2 964 milliards, 1853 des partenaires techniques et financiers qui sont recherchés, 1111 du secteur privé national et international. Il y aura une partie qui viendra des ressources propres du Sénégal, notamment avec le budget, les impôts, la fiscalité, la douane, etc. Mais bon, moi ce qui m'intéresse dans ce débat-là, c'est qu'on essaie de mettre l'économie au centre des préoccupations populaires. Jusqu'ici, ce qui dominait l'espace public, le débat, c'était des questions politiques ou politiciennes. Maintenant qu'on essaie de réfléchir, parce qu'il y a eu des premières tentatives, la stratégie nationale de développement économique et social, le Yonou Yokouté, qui avait des insuffisances. Le président l'a reconnu dans un cadre participatif, inclusif. Il a essayé de faire participer tout le monde pour l'élaboration d'un programme qui pourra peut-être faire porter l'émergence dans un horizon plus ou moins large. On évaluera sur pièce. Sur pièce. Mais une fois de plus, l'une des questions qui se pose, c'est on est dans un contexte global, un contexte économique global de morosité. Oui. Est-ce pertinent d'entamer de grands chantiers dans un tel contexte? Et vous savez, il faut faire bouger les choses. C'est vrai, le contexte, il est morose, mais je crois que le Sénégal a la possibilité, justement, de changer, de par les garanties qu'il offre à ses bailleurs de fonds, à ce club consultatif, de changer la donne. Aujourd'hui, il ne s'agit pas simplement d'aller demander de l'argent au groupe consultatif de Paris. Je crois qu'en termes de négociation également, il y a des offres qui sont faites à ce groupe. Il y a des garanties que vous nous donnez. Comment se présente aujourd'hui l'environnement des affaires au Sénégal? Comment on peut faire pour créer son entreprise? Est-ce qu'il y a assez de sécurité? Est-ce que l'environnement juridique garantit aujourd'hui une bonne assise des entreprises qui veulent venir s'implanter ici au Sénégal? Est-ce qu'il y a une attractivité du climat des affaires au Sénégal? Et même quand vous lisez le document PSE, il essaie de vendre le Sénégal, la destination Sénégal. C'est-à-dire vous avez intérêt à venir investir au Sénégal. Je crois que c'est tout l'intérêt, justement. Ça doit être un partenariat gagnant-gagnant. Que le Sénégal fasse des efforts dans l'assainissement de son environnement. Il y a des efforts à faire. Pour que quand même, on ne peut pas faire de développement sans qu'il y ait injonction de capitaux dans ce pays. Or, on sait que la seule mobilisation des ressources publiques nationales ne parvient pas à financer les ambitions du Sénégal en ce sens. Or, comme Balé l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, nous sommes à l'heure des économies. Les débats ont changé. Il ne s'agit plus de rester dans des débats politiciens qui n'en finissent pas. Il faut aujourd'hui avoir du
du palpable et se lancer dans des activités ambitieuses qui peuvent permettre à notre pays de pouvoir atteindre ces taux de croissance. L'Afrique est aujourd'hui le continent de l'avenir. Tous les rapports mondiaux le reconnaissent. Aujourd'hui, nous avons les potentialités. C'est vrai que nous n'avons pas de matières premières à l'aune de pays comme le Zaïre ou d'autres pays qui peuvent avoir des matières premières. Mais le Sénégal a les capacités aujourd'hui, une vitrine d'une démocratie comme elle l'est, avec des ressources humaines qui sont hyper importantes dans ce pays-là et une certaine crédibilité quand même au niveau international pour pouvoir aujourd'hui offrir à ses partenaires des moyens de venir investir au Sénégal pour améliorer les conditions de vie des populations. On parle justement d'un débat peut-être politicien, mais est-ce que certains actes posés par certains pouvoirs ne contribuent pas précisément à créer une certaine frilosité dans le secteur bancaire, par exemple? Est-ce qu'il n'y a pas une certaine frilosité aujourd'hui? Parce qu'il y a eu quand même certaines affaires qui ont plus ou moins atterri sur la place publique, au-delà de... parler de la traque. De la traque en général, mais bon, de plusieurs sorties également qui ont été, que certains ont qualifiées d'inopportunes. Il y a par exemple quelques semaines, c'était Walfadjri Quotidien qui en parlait, annonçait qu'il y a un ensemble de personnes qui ont des avoirs dans des coffres et qui les retirent justement effrayés par une communication ou un déballage qui a été posé sur la place publique. Est-ce que justement le climat des affaires actuel dans le contexte sénégalais donne confiance aux investisseurs? En tout cas, les investisseurs ne mettent pas leur bille là où ils ne sont pas rassurés. Je pense que comme l'a dit Sakou, nous avons une assise démocratique. Quoi qu'on dise, le Sénégal est relativement un pays stable, où il y a la démocratie, un état de droit, même s'il peut y avoir des fois des insuffisances. C'est un capital qu'on doit valoriser. Mais cela simplement ne suffit pas. Oui. On a réalisé l'alternance en 2012. Il faut aller au-delà de cette simple vitrine démocratique où on respecte les droits de l'homme, etc. Il nous faut franchir un palier nouveau. Maintenant, améliorer le climat des affaires, c'est comme vous dites, la sécurité judiciaire. Il faut que les tribunaux, les cours des tribunaux puissent rendre la justice, que les investisseurs n'aient pas peur en venant investir. C'est quelque chose dont ils tiennent compte quand ils viennent dans un pays. L'exemple que vous venez de citer peut effrayer certains, peut-être. Oui, mais je crois pas que mais je ne pense pas que fondamentalement, c'est cette anecdote, ce fait divers, entre guillemets, qui va refroidir l'ardeur de ceux-là, parce qu'ils font des études avant de venir. Ceux-là qui sont au groupe consultatif de Paris, les Chinois qui prévoient de venir au Sénégal, ils font des études avant de venir au Sénégal. Et il y a des paramètres, il y a des coefficients de pondération qu'ils mettent avant de venir. Absolument. Maintenant, cela peut représenter epsilon par rapport aux enjeux peut-être un peu plus importants en termes de rentabilité, en termes de productivité de leur activité s'ils viennent au Sénégal. Mais fondamentalement, il nous faut aussi essayer de produire, parce que souvent aussi on entend tous les autres. Moi je suis d'accord qu'il faut s'ouvrir, on ne peut pas vivre en autarcie. Penser que le développement viendra d'ailleurs, clé en main. Il faut compter d'abord sur nos propres ressources, produire, parce que moi j'ai l'habitude de le dire, on est plus ou moins des sociétés terminales où l'on ne fait que consommer, on produit très peu. Mais lorsqu'on n'a pas la technologie, est-ce qu'il est possible de produire? Pourquoi ne pas créer cette technologie-là? Est-ce qu'on n'a pas la même matière grise que ces Chinois, ces Japonais, ces Coréens qui, il y a 40 ans, avaient le même niveau de développement que nous? C'est de la volonté politique, c'est un changement sociétal. Parce que un grand économiste, Rostov, si je ne m'abuse, disait que le décollage économique commence d'abord par le changement des mentalités. Il faut qu'on se projette vers le développement, qu'on se dise que ce qui se passe à Paris, ce qui se passe à Dubaï, peut bien se passer au Sénégal. C'est un état d'esprit qu'il faut changer. Tant que nous en serons simplement à consommer des Galaxy S4, des iPhone 5 au lendemain de leur sortie dans les pays occidentaux, on restera toujours à ce stade de consommateur. Absolument, et ça pose... Et on n'aura pas de quelque chose à ça pose en fait la notion même de développement. Qu'est-ce que c'est qu'en réalité le développement? Est-ce que le développement, c'est avoir un iPhone aujourd'hui en Afrique, prendre son portable, faire des SMS gratuits ou en tout cas faire des jeux vidéo sur des machines? Est-ce que c'est ça le développement de l'Afrique aujourd'hui? C'est donc quoi le développement de l'Afrique aujourd'hui? C'est un bien-être social d'une population qui vit dans des conditions naturelles qu'elle n'a peut-être pas choisies, mais dans lesquelles il puisse s'épanouir. On n'a pas besoin d'avoir ici des tramways, des gratte-ciel, des métros pour dire que nous sommes dans un pays développé.
Vous voyez ce que je veux dire? Le développement a une finalité sociale. C'est une finalité sociale, c'est un bien-être. Il faut que moi, je puisse avoir mon champ, que dans l'exercice du travail que je fais, qu'il n'y ait moins de pénibilité, puisque j'ai aujourd'hui des ressources matérielles qui me permettent d'éviter de trop me fatiguer à faire ce travail-là. Que je puisse aujourd'hui avoir une machine qui m'évite de faire un travail difficile que je faisais avec des machines d'il y a 100 ans. Que je puisse habiter dans une maison où je n'ai pas besoin d'un climatiseur qui consomme de l'énergie, mais j'ai besoin d'une maison qui est fabriquée avec des matériaux qui sont rafraîchissants et qui m'offrent les mêmes avantages qu'une maison en Europe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en réalité, ce n'est pas une question finalement forcément de moyens techniques. Mais d'abord, c'est une question de conception et surtout une question de mentalité. Qu'est-ce que nous voulons faire aujourd'hui de notre pays? Est-ce que nous voulons aujourd'hui être des consommateurs passifs et avoir une compréhension du développement qui soit justement une compréhension très extravertie, ou bien est-ce que nous évoluons dans un environnement où nous sommes en fusion avec notre environnement et on essaie de tirer le meilleur profit de cet environnement en s'ouvrant aux autres? Je crois que c'est la question fondamentale et aujourd'hui, si nous avons cette conception du développement qui veut que nous mettions à profit les avantages que nous offre la nature dans le cadre où nous sommes, en nous ouvrant à des personnes étrangères qui viennent peut-être compléter ce que nous pouvons avoir, je crois qu'en ce moment-là, on pourra avancer sur beaucoup de choses et avoir un mieux-être social. Je crois que c'est plus simple. Je te donne juste un ratio économique. Nous avons un déficit commercial de 1000 milliards par an. C'est-à-dire que tout ce que nous consommons pratiquement nous vient de l'étranger. On a nos greniers à des milliers de kilomètres. Les produits manufacturés, n'en parlons pas. Tout ce que nous utilisons pour notre confort nous vient de l'extérieur. Je pense que c'est dès maintenant qu'il faut changer l'état d'esprit. Nous allons d'ailleurs parler de cette question de la consommation, notamment du combat entre les producteurs d'oignons locaux et la question de l'importation d'oignons. Mais assez souvent, on cite l'exemple de l'Asie. Et certaines personnes, et pas seulement des contenteurs, si l'on peut dire, de l'optimisme africain, affirment que ce ne sont en réalité pas des réalités comparables. Que, par exemple, dans le cas de la Chine, on parle d'une civilisation qui a laissé des écrits qui datent de la personne réelle ou supposée, s'étant appelée Lao Tse, on remonte à il y a 3000 ans. Alors qu'en Afrique, on remonte beaucoup moins loin. Souvent, c'est l'argument qui est brandi. C'est-à-dire, on dit quand on compare... Et les hiéroglyphes, c'était où? Oui, mais certains diront c'était en Égypte, c'était pas au Sénégal. Oui, mais en Afrique. Mais l'Afrique, quand même, l'Afrique, on ne peut pas valider ici les propos de Sarkozy qui nous disait ici à Dakar. On n'est pas rentré dans l'histoire. L'Afrique est même l'incarnation de l'histoire. Les premiers hommes sont apparus en Afrique et celui qui nous permet aujourd'hui de faire une datation de l'histoire pour savoir cet os-là, il date de quelle année? Carbone 14. Le carbone 14, son créateur, c'est un Africain. Donc on ne peut pas nous dire que l'Afrique qui aujourd'hui permet aux gens de rentrer dans l'histoire n'est pas elle-même rentrée dans l'histoire. L'Afrique est rentrée dans l'histoire, l'Afrique est dans l'histoire. C'est vrai qu'il y a eu de la colonisation, c'est vrai qu'il y a eu la néocolonisation, il y a eu beaucoup de faits. Mais c'est aujourd'hui aux Africains. Et je crois que nous sommes dans une génération où on peut changer beaucoup de choses. Et c'est là où aujourd'hui, je suis un peu optimiste par rapport à ce que nos Africains, enfin, ce que nos chefs d'État sont en train d'entreprendre. d'entreprendre pour changer les choses. On ne peut pas continuer, depuis les indépendances, à avoir cette notion du développement qui, en réalité, nous stagne et nous freine. Recevoir des produits et consommer simplement. On n'est pas dans une posture où on produit. Toujours dans cet aspect lié à l'économie, justement, parlons d'une réforme voulue par le 4e président de la République, Macky Sall, par rapport à la baisse des prix du loyer. Cette réforme est-elle une solution ou un problème? Ou un peu des deux? Un début de solution. Moi, sur la mesure, je suis tout à fait d'accord qu'il y avait de l'abus au niveau des loyers. Parce que tu voyais des appartements vraiment de très faible standing loués à des prix exorbitants. Ça, c'était un constat. Et je pense que même l'ANSD, l'Agence nationale de statistique et de démographie, a fait une étude, une monographie très sérieuse, non partisane, pour dire que les loyers ont augmenté de plus de 200%, 54%, alors que peut-être le coût des matériaux a augmenté d'un peu moins de 50%. Vous voyez la différence. Donc il fallait prendre des mesures radicales. Maintenant, ces mesures sont nécessaires, mais elles ne sont pas suffisantes. Parce que c'est des lois qui vont réglementer les loyers qui sont en cours, mais qu'en est-il des loyers qui seront contractés après la prise de ces lois-là?
tu vois des gens qui ont pris des loyers récemment. Les loyers ont pris l'ascenseur. Donc il faudrait qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Et moi je pense que la solution radicale, la solution structurelle, c'est de vraiment réfléchir sur l'habitat social. On a annoncé quelques milliers de logements sociaux pour les populations à faible revenu, mais je pense que des sociétés comme la SNHLM, la SICAP devraient mieux jouer leur rôle. Il y a 30 ans, 40 ans, nos parents, nos grands-parents pouvaient facilement, avec des salaires relativement moyens, accéder à l'habitat social. Maintenant, même des cadres supérieurs ne peuvent pas s'acheter une maison. À moins de faire des sacrifices inouïs. Je pense que donc, il faut que ces sociétés-là puissent recouvrer leur mission originelle. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas là pour faire du commerce, mais pour faciliter l'accès à la propriété. Donc il faut une panoplie de mesures, pas simplement des lois et des décrets qui sont certes importants, mais qui ne suffisent pas. Il faut aller au-delà, avoir une véritable politique sociale et désengorger Dakar. Parce que tout le monde ne peut pas rester à Dakar. Diamniadio est en friche. Les régions, n'en parlons pas. Il faut que les gens essaient d'avoir de l'activité économique dans ces zones-là pour que les gens facilement puissent résider dans ces zones-là. Mais Abdoulaye Sakoufaye, comment faire sortir les résidents de Dakar lorsqu'on sait que précisément une fois qu'on sort de Dakar, on y laisse l'activité économique? Il faut créer ces activités économiques dans ces zones-là. Il faut une délocalisation des activités économiques. Mais pour revenir un peu à la question de la baisse du loyer, ça a été une mesure très violente du gouvernement de devoir légiférer sur un secteur d'activité où généralement c'est un peu la loi du marché qui règle, la loi de l'offre et de la demande. Si le gouvernement en vient aujourd'hui à légiférer dans ce secteur-là, c'est parce que quand même, faut-il le noter, il y a un grand désordre dans le secteur de l'immobilier au Sénégal. Mais on est dans une économie libérale. On est dans une économie libérale, c'est pourquoi je dis que l'État joue le rôle de régulateur. C'est pourquoi je vous dis que ça a été une mesure violente. En quelque sorte, l'État n'aurait pas dû intervenir dans un secteur qui s'autorégule lui-même. Mais si l'État est amené aujourd'hui à légiférer et par une loi à devoir réguler le secteur de l'immobilier, ça veut dire qu'il y a un gros problème. Et le problème, c'est qu'un secteur qui est extrêmement, je veux dire, c'est un secteur qui n'est pas organisé. Il y a une certaine anarchie dans ce secteur, qui est quand même un secteur central, un peu dans la colonne vertébrale de l'activité. Le tiers du salaire. Le tiers du salaire des fonctionnaires dans des logements. Comment voulez-vous que dans ce pays-là, vous êtes en train aujourd'hui d'augmenter le pouvoir d'achat des gens en baissant l'impôt sur les revenus, en faisant des sacrifices financiers qui auraient pu gonfler l'assiette fiscale et aller dans des investissements? Vous faites tous ces sacrifices, mais vous vous rendez compte que vous avez un pan de l'activité, d'un secteur d'activité économique dont vous ne profitez effectivement pas parce que effectivement c'est un secteur qui n'est pas organisé, avec des courtiers qui prennent des avantages, ils ne payent pas d'impôts, vous avez des gens qui contractent des logements un peu dans l'anarchie. Quand même, il a fallu que l'État intervienne pour assainir ce secteur-là, soulager les populations qui mettaient le tiers de leur salaire. Maintenant, comme l'a dit Balé, évidemment, ce n'est pas le problème n'est pas réglé pour autant. Parce qu'aujourd'hui, peut-être qu'il y a des contentieux, le problème est encore chaud. Il y aura de plus en plus de contentieux d'ailleurs. Mais les contentieux vont venir après, quand il n'y aura plus peut-être assez de... Voilà, expirer. Quand les contrats vont expirer, ou en tout cas cette dynamique va s'estomper, les bailleurs risquent encore d'avoir la même mise justement sur ces populations. Mais je crois qu'au-delà de cette mesure, qui est une mesure violente, mais qu'il fallait. Oui, nécessaire. Elle est peut-être injuste pour les bailleurs, mais je crois que c'est... Car tous les bailleurs ne sont pas riches, soit dit en passant. Tous les bailleurs ne sont pas riches, mais quand même, ils ont eu à profiter pendant des années de ce secteur-là. Quoi qu'il en soit, il faudrait qu'à un moment ou un autre, l'État prenne de manière régalienne ses responsabilités face à certains secteurs d'activité, de l'activité économique. Il en est lui-même du secteur du transport. Je ne vais pas faire une digression, mais ce sont des choses qui augmentent le sentiment d'injustice dans ce pays-là. Quand vous êtes un fonctionnaire, vous voyez des gens qui vous trimballent et vous ne voyez aucune là pour protéger parce que vous voulez avoir un logement. Vous allez à la gare routière, vous devez voyager, vous ne savez même pas quel est le prix que vous devez payer parce que le chauffeur prend de lui-même l'initiative. À la tête du client. À la tête du client, de vous faire payer un bagage ou une marchandise ou d'augmenter sans que l'État ne soit là pour vous assister. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sont des actions comme ça qui renforcent le sentiment de frustration dans la population et qui donnent l'impression que l'État ne protège pas les gens. Et je crois que c'est une mesure salutaire. Et il y en a d'autres encore à prendre de manière aussi violente pour que quand même qu'on en arrive au moins à des règles plus ou moins établies qui puissent permettre aux citoyens de bien vivre. Et là peut-être le risque, certains ont voulu aussi criminaliser certains bailleurs. C'est là la crainte, c'est-à-dire est-ce qu'au fond, en un mot Baletera, est-ce que cette mesure, son unique effet ne sera pas une augmentation des loyers? En un mot. En tout cas, on peut le craindre.
en tout cas, l'État doit continuer à veiller sur ce secteur-là. Parce que s'il s'agit simplement de prendre des lois et penser que le marché va... un coup médiatique ou en tout cas... Non, il faut un suivi régulier, quitte même à prendre d'autres mesures incitatives, mais aussi aider même les bailleurs ou d'autres gens qui ne sont pas simplement mus par l'appât du gain. Ces sociétés dont je parlais tout à l'heure, leur faire jouer leur véritable rôle, c'est-à-dire qu'elles ne travaillent pas pour gagner de l'argent, mais pour faciliter l'accès à l'habitat social. Mais si on laisse le secteur entre les mains de privés, bon, le privé, il vient pour simplement se remplir les poches. En un mot là-dessus, Abdoulaye Sakou-Faye, l'Alliance pour la République, le parti qui a porté le président Macky Sall au pouvoir, est tout de même un parti libéral. Oui. Un libéral qui tient le marché d'une main ferme. Est-ce que... Écoutez, c'est ça que je vous dis, c'est dans l'esprit maintenant qu'il faut prendre cette loi. C'est vrai, elle est en porte-à-faux avec les règles économiques. La loi du marché, il faut laisser la loi du marché se réguler. Mais je dis qu'à un moment donné, il faudrait quand même qu'on mette fin à certaines situations qui risquent de remettre en cause toute la politique économique que vous êtes en train de faire. Et à ce propos également, il y a également les associations consuméristes. Je crois qu'au Sénégal, aujourd'hui quand même, on est à un point où l'opinion, les associations consuméristes doivent jouer leur rôle. Est-ce qu'il y en a encore? Parce que certains affirment qu'elles sont toutes passées du côté du palais de Roume. Mais le problème, c'est que ce sont des associations qui ne jouent pas leur rôle. Ça, et je suis bien placé pour le dire parce que je suis une radio qui s'occupe d'activités économiques. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on doit être en mesure de façonner une opinion publique, de façonner un esprit consumériste chez les populations. Parce que j'ai l'impression que dans ce pays-là, vous pouvez vendre votre produit à n'importe quel prix sans courir aucun risque. Les gens vont vous dire « Ah, c'est l'idée de faire cher », mais ils vont l'acheter quand même. Or, mais allez dans certains pays comme en France ou dans d'autres pays développés, c'est vrai que ce n'est pas acquis du jour au lendemain, mais vous augmentez de 5 centimes un produit, mais demain, vous avez des problèmes. Mais aujourd'hui, les Sénégalais sont tellement habitués aujourd'hui à négocier une différence de prix de 50 francs, ce qui coûte aujourd'hui à Sacré-Cœur 200 francs, vous allez le trouver à Ouakam, à machin. C'est pas possible. Il faudrait qu'on ait de vraies associations consuméristes, qu'on développe le réflexe consumériste chez les populations pour que les gens quand même puissent se défendre et savoir que dans un pays bien organisé, on a des droits. Le libéralisme ne veut pas dire libertinage économique entre griffes. C'est pas parce qu'un secteur est libéralisé qu'on peut tout faire. Le secteur des produits pétroliers, mais c'est l'État qui fixe les prix. Il y a un cadre tous les mois. Même pour le loyer. Peut-être qu'une loi était tombée en désuétude, elle n'était pas appliquée. Sur la surface corrigée. La surface corrigée. Mais les gens ne l'appliquaient pas. Maintenant, les bailleurs en ont profité pendant plusieurs années. Fin de la récréation. Fin de la récréation. Alors, nous avançons un tout petit peu pour passer au second point de cette émission Actu en 7. Nous allons suivre justement un tout petit peu les négociations qu'il y a eu entre le gouvernement et les syndicats de la santé et les syndicats d'enseignants également. Il y a eu signature de protocole avec des syndicats d'enseignants, quoique juste après, durant la semaine, plusieurs corps de l'enseignement se sont démarqués de ces accords. Avec la santé, ça a été un peu plus difficile parce que vous allez l'entendre, le SAMES, le syndicat autonome des médecins du Sénégal, dès le départ s'est démarqué et a fait grève. Nous suivons cela, nous revenons juste après Magnéto. Enseignants et gouvernement ont signé un protocole d'accord suite à une conciliation entre les deux parties. Cela après 2 ans de négociations. L'État s'engage de ce fait à satisfaire 34 points réalistes et réalisables, une source de soulagement pour le monde scolaire, selon le ministre de la fonction publique Mansour Sy. La plupart des revendications étaient dues au fait que le gouvernement avait signé des accords qu'il ne respectait pas. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous n'avons pris que des accords réalistes et réalisables. Le porte-parole des syndicats d'enseignants, Ibra Diouf Nyokhobaye, espère que le gouvernement respectera son engagement sur ces accords. Il reste maintenant, comme nous l'avons dit, puisque de la bouche même du monsieur le ministre, nous avons appris qu'il a répété que c'est des accords réalistes et réalisables. Nous, parti syndical, nous osons espérer qu'on ne déposera plus de préavis de grève. Pas de signature d'accord entre État et syndicalistes de la santé. Proposition inacceptable, insatisfaction sur 11 points jugés essentiels. Le syndicat autonome des médecins du Sénégal, par son coordonnateur Mbaye Paye, se radicalise. Donc, à notre grande surprise, sur le rapport, il n'y a nulle part écrit indemnité de logement.
Le mot d'ordre de grève de 48 heures décrété par le SAMES ne se fait pas sentir à l'hôpital de Dantec et à Basse-Ndao. Honnêtement parlant, on n'était même pas au courant de la grève du SAMES, car les médecins s'occupent bien de nos malades. Mais Dr Mbaye Paye, secrétaire général du SAMES, soutient le contraire. Selon lui, le mouvement est bien suivi dans la majeure partie des structures sanitaires. Depuis ce matin, j'ai eu les secrétaires généraux des zones, des sections et des sous-sections, donc au niveau des établissements publics de santé, au niveau des districts, donc dans toutes les régions du Sénégal. Le mot d'ordre, effectivement, de grève de 24 heures, aujourd'hui et demain 24 heures, est très bien suivi. Le cardiologue ajoute que si leurs revendications ne sont pas satisfaites dans les prochaines heures, ils passeront à la vitesse supérieure. Si rien n'est fait, nous prévoyons une marche le 18 mars avec nos blouses blanches, nos stéthoscopes, ici, à notre siège, pour aller jusqu'au Palais de la République. Mais bien sûr, avec l'autorisation, nous l'espérons, du préfet du département de Dakar. Bel Préra, peut-on dire que la paix sociale, dans le contexte sénégalais, relève du mythe, de l'utopie? En tout cas, il y a des raisons d'y croire à ce rythme. C'est vrai que quand j'ai vu les négociations qui ont abouti entre... Lundi, on signait et mercredi, jeudi, on faisait grève déjà. Facebook, enfin, le climat social qui s'apaise. Mais pourvu qu'on respecte les engagements pris. C'est vrai que ces syndicats sont dans leur bon droit. On ne peut pas leur refuser le droit de grève. Mais à ce rythme, je pense que c'est un peu trop. On peut revendiquer, mais ça, on parlait tout à l'heure de la compétitivité de l'économie du Sénégal. Mais à ce rythme, on perd de la valeur ajoutée, on perd la compétitivité. C'est-à-dire un peuple qui n'est pas sain. Les secteurs où il y a le plus de grèves, c'est l'éducation et la santé. Mais bon, je pense qu'il faut, à ce rythme-là, essayer de voir s'il ne faut pas changer de stratégie. On peut revendiquer, ne pas bloquer l'activité dans les écoles, dans les hôpitaux. En revendiquant, le président Wade avait préconisé de brassard rouge à l'époque, pour ne pas perdre. Parce que, par exemple, dans l'école, on perd énormément d'heures. Le quantum horaire n'est jamais respecté. Je disais à des amis que la grève faisait même partie du programme maintenant de notre établissement. Tellement, chaque année, il y a systématiquement... Non, mais attends, Donc, on ne peut pas finir le programme sans les grèves. Bon, c'est un peu pour chahuter. Mais plus sérieusement, je pense qu'il faut essayer de développer de nouvelles stratégies. Le ministre a parlé d'engagements réalistes et réalisables, qu'ils vont essayer de réaliser. Mais ça n'a vraiment pas tenu, hein, parce qu'à peine on le disait en début de semaine, en fin de semaine, il y avait déjà grève. Ça, c'est ce qu'il a mis. Bon, le SAMES est un syndicat relativement nouveau, élitiste, parce qu'il ne regroupe que les médecins. Peut-être qu'au fur et à mesure qu'ils vont discuter, ils vont trouver un terrain d'entente. Mais vivement vraiment qu'il y ait la paix sociale dans nos hôpitaux, dans nos écoles, dans le monde du travail. Maintenant, les revendications, ça peut toujours continuer. Il paraît que dans un pays, je ne sais pas si c'est l'Allemagne ou un autre, on liste les points de revendication pendant les vacances, par exemple dans le cas de l'école. On les expose aux autorités. Et avant le début de l'année, on se réunit peut-être pour voir comment résoudre tous ces problèmes-là. Et pendant l'année, c'est pratiquement calme, tranquille. Et vous voyez les niveaux de performance qu'il y a dans ces pays-là. Donc, Abdoulaye Sakou Faye, ce serait une fois de plus une question d'état d'esprit. Il faudra un sursaut national, prendre sur soi pour éviter de faire grève. Mais bien sûr, parce que... C'est possible de faire ça quand on a faim? Non, mais écoutez, ils n'ont pas faim. Ils sont payés à la fin du mois. On n'en est pas encore quand même à des ruptures de salaire. Je crois que quand vous voyez les revendications qui sont faites par les syndicats, le monsieur qui en a parlé tout à l'heure, quand même, je crois que ce qu'il a dit, c'est une question des indemnités de logement. De logement, Donc je ne crois pas que ces gens-là ne soient pas encore payés à la fin du mois. Ils ont de quoi vivre, ils ne vont pas mourir de faim. L'essentiel, et ils ont signé quand même un serment, ils ont prêté serment. Il y a un serment d'Hippocrate pour aller soigner les gens. Vous parlez tout à l'heure d'un sursaut national et d'une mentalité également qu'il faudrait avoir. Je crois que également tout cela s'impose dans le cadre d'une mentalité plus globale où les gens sont dans un esprit de sacrifice pour un pays. Mais ça, je crois que c'est possible, ça? Ça se fait pas du jour au lendemain, mais c'est un état d'esprit en tout cas qu'il faut entretenir. Et ce sont des autorités publiques qui, les premiers, doivent être ceux qui donnent le bon exemple. Et depuis quand même quelques
2 ans que le nouveau gouvernement est ici, quand même, on a vu, on essaie en tout cas de faire changer, on parle en tout cas de nouveaux concepts. Même si cela n'est pas encore à 100% appliqué, les gens sont conscients que nous ne pouvons plus continuer dans l'état d'esprit dans lequel... on va dans le mur. Mais sinon, on va cogner dans le mur. Donc, il faut se faire violence. Et les autorités, malheureusement, c'est comme ça. Ils sont tombés sur une période où c'est eux qui vont manger des cailloux. Mais c'est eux également qui sont les politiques qui se sont engagés à le faire. Et je crois que c'est un sacerdoce également pour eux. Parce que quand on s'engage en politique, on sert son pays, on sert sa nation, quelles que soient les conditions. Aujourd'hui, ce n'est pas une période d'opulence, c'est une période de difficulté, c'est une période de réforme. Il faut serrer la ceinture, se serrer eux-mêmes la ceinture et demander aux gens de faire les sacrifices. Et donc, l'exemple doit venir de ces gens-là. On y est petit à petit, les esprits commencent à changer un tout petit peu, mais ce n'est pas demain la veille, évidemment, que ça va se réaliser. Dans les pays dont vous parliez tout à l'heure, que ce soit la Corée ou la Chine, à un moment donné, quand même, les gens se sont dit stop. On fait un pacte national. Qu'est-ce qu'on veut? La Tunisie l'a fait. En 1974, on avait pratiquement les mêmes indicateurs de développement. Mais allez en Tunisie aujourd'hui, vous avez l'impression. Pourquoi? Évidemment, c'est pas un bon exemple à suivre. Justement, mais entre-temps, les Sénégalais affirmaient que la Tunisie était dirigée par un dictateur, Ben Ali. Mais là, on n'est plus à une besoin. On toisait la Tunisie vue de Dakar. On disait ils sont. Mais la dictature, quelque part, je ne suis pas un machiavéliste, mais franchement, dans certains cas, vous savez ce que ça a réalisé. La discipline. C'est quoi l'objectif? C'est la discipline. Nous avons besoin de discipline dans ce pays-là. Tant qu'on n'aura pas réglé cette question de discipline. En respectant les libertés. En respectant les libertés. C'est possible de concilier les deux? C'est un juste milieu qu'il faut constamment rechercher. Parce qu'aujourd'hui, c'est-à-dire toutes les réformes, elles passent en force. À l'université, on est passé en force. Il y a des forces de l'ordre qui sont prépositionnées dans le campus bien visibles pour décourager. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut passer absolument en force. Les autorités assument leurs responsabilités. C'est pourquoi je disais... Donc, elles doivent passer en force. Mais non, pas passer en force. Après négociation, il y a des le réformes ministre de l'enseignement supérieur, pendant plusieurs mois, a négocié avec les étudiants. Il y a des réformes. Les étudiants, tu sentais que c'était la mauvaise volonté. Ils ont expliqué que ceux qui ont signé ne sont pas représentatifs de l'ensemble des étudiants. Mais finalement, tout le monde a... Mais je crois que les gens se sont rendus compte... Saint-Louis a signé avec des brassards rouges. C'est ça, mais ils ont signé. Ils ont signé quand même. Parce qu'en réalité, ça a été un bon nous avons été des étudiants, Thomas. Nous avons été dans le campus. Nous avons fait le front avec les forces de l'ordre. C'est très amusant de le faire. Mais je crois que quand même, quand vous êtes devant des adultes, que les gens vous disent qu'on ne peut pas aujourd'hui continuer à payer des frais d'inscription à 5 000 francs, là où déjà dans les structures maternelles, préscolaires, ça c'est une question de raison. C'est pourquoi je vous dis qu'à un moment donné, il faudrait quand même se faire violence et prendre ses responsabilités. Et c'est ce que l'État est en train de faire, c'est ce que les autorités sont en train de faire. Ce n'est pas forcément agréable pour eux. Mais à un moment donné, un pays doit quand même, avec ses dirigeants surtout, prendre ses responsabilités et les autorités également doivent prendre ses responsabilités et foncer à savoir que c'est là le chemin, mais il faut qu'on y aille, ça va être dur, mais on va le faire, quoique, même si on doit en payer des pots cassés. La posture qu'auraient dû adopter les étudiants, ok, on est d'accord, vous voulez augmenter les frais d'inscription, la qualité de service doit évoluer. C'est-à-dire on ne va plus s'entasser dans ces amphithéâtres où il faut se lever à 4 heures du matin. Ils l'ont dit, mais on leur a envoyé la police, on leur a envoyé le groupement mobile d'intervention. Pour accepter la hausse des frais d'inscription. Je pense que là aussi, c'est de la responsabilité des pouvoirs publics. Quand vous décidez, quand vous demandez à votre partenaire, entre guillemets, d'augmenter sa contribution, celui qui offre le service, l'université, les autorités doivent aussi être conséquentes avec elles-mêmes, ces autorités, et améliorer la qualité de service. Et je crois parce en fait, l'offre d'éducation aussi doit être de qualité. Ce n'est pas seulement une question justement d'inscription. Je crois qu'il y a un gros problème qui se passe à l'université aujourd'hui. L'université est devenue un capharnaüm. C'est un capharnaüm où vous ne pouvez même plus, vous en tant qu'étudiant, dire je suis en première année, mon année je suis à ce niveau. Vous voyez, nous sommes au mois de mars, vous voyez des étudiants de l'année dernière qui n'ont pas encore fini leur cursus. Oui, dans des filières telles l'anglais, il faut que les gens arrêtent. Nous, au Sénégal quand même, notre matière première, ce sont les hommes, c'est les ressources humaines. Les étudiants venaient de tous les pays pour s'inscrire à la faculté de médecine à l'université de Dakar, faire des diplômes ici à Dakar, c'était un honneur pour les Africains. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est en train de perdre ce crédit, et à l'université quand même, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est même pas une question juste de petites réformettes, mais c'est une réforme d'ensemble qu'il faut faire, parce que quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est même pas sérieux de devoir délivrer des diplômes. Les efforts ne sont pas seulement attendus des étudiants, mais même des professeurs, des enseignants, du corps administratif et technique. Tout le monde doit évoluer.
C'est vrai qu'il ne faut pas simplement penser que le problème, c'est les étudiants. Non. Mais c'est le corps professoral, c'est les services dans les méthodes d'enseignement, tout cela. Vous voyez ce que je dis? Beaucoup plus d'engagement, beaucoup plus de services offerts aux élèves. Et le problème fondamental, parce qu'on disait que dans le cadre de la fonction service, beaucoup d'enseignants faisaient ce qu'ils voulaient. Ils pouvaient même, des fois, s'enrichir de manière... illicite. On parle de... Illicite. Voilà. Et le problème fondamental... Je pense que l'État doit veiller à tout cela. Non, le problème de l'université, c'est qu'aujourd'hui, en réalité, cette université-là, elle ne peut plus continuer à fonctionner comme telle. Il faut s'arrêter. C'est ça. Il faut avoir le courage de s'arrêter et de dire que... Selon le président de la République, en Chine, il affirmait que 95% du budget va dans les frais de fonctionnement. Oui. Mais justement, la critique que les étudiants font souvent, c'est pourquoi vous avez attendu que nous on arrive. Vous avez vécu une période dorée, maintenant vous voulez nous sacrifier. Peut-être que le contexte n'est plus le même. Avant, peut-être qu'il y avait plus de ressources, on disposait facilement de plus de ressources. Maintenant, je pense qu'il faut ils n'ont pas tort. On aurait dû prendre ces décisions. C'est vrai que c'est des mesures plus ou moins tardives. Parce que le problème de l'université ne date pas de cette année. Il y a eu des tentatives de réforme en 1994, notamment avec la Banque mondiale. Ça n'a pas... Quand on parlait d'ajustement structurel dans les années 80, on a essayé avec l'éducation parce qu'on disait que c'était un secteur qui n'était pas rentable. 20 ans après, on essaie d'autres réformes. Mais je pense que cette réforme, celle-là, doit être radicale. Parce que l'université ne peut pas continuer à fonctionner comme elle fonctionne. Sinon, parce que tout à l'heure, on parlait de production. Qui crée les technologies? C'est la matière grise qu'on forme dans les universités, dans nos grandes écoles, dans les écoles d'ingénieurs, dans les instituts. Si ces instituts-là ne produisent pas suffisamment de ressources humaines de qualité, on continuera toujours à utiliser de manière très agréable des S4, S5, iPhone, toute technologie qui nous vient d'ailleurs, alors que ces pays comme la Corée du Sud, il y a 40 ans, 50 ans, avaient le même niveau de développement. Donc il faut tout à l'heure, tu parlais de culture. Bon, moi, je ne suis pas d'accord avec ceux-là qui expliquent les choses. Il n'y a pas de différence ontologique entre les races. L'asiatique, l'européen, l'africain, ils sont tous les mêmes. Maintenant, c'est une question de volonté politique d'abord, mais sociétale aussi. Il faut que les gens en veulent. On veut sortir ce pays de l'ornière. C'est pas on veut pieux, c'est réalisable. Pourquoi d'autres le réussissent et nous, pas du tout? Question de volonté donc. Nous avons parlé justement du logement, là nous allons parler de nourriture. On va s'intéresser à ce problème enregistré au sein de la filière oignon durant cette semaine, précisément du 23 février. Nous allons suivre cet élément où l'on parle notamment de l'Unakwa Japo qui est monté au créneau accusant le gouvernement de créer la pénurie d'oignons. Et puis sur les marchés, on affirme que l'oignon est bel et bien disponible. Nous le suivons, nous en parlons après Magneto. Suite aux menaces de l'Unakwa Japo de porter plainte pour la levée du gel de l'importation de l'oignon au port de Dakar, les producteurs locaux haussent le ton et qualifient cette attitude de faux jeu. Souleymane Sall, producteur d'oignon local au marché Gueule-Tapée de Cambérène. Ici, il porte plainte, nous sommes là. Donc nous sommes des agriculteurs. Les oignons vont venir. Et aujourd'hui, l'oignon est venu, donc on a vendu ça. Donc tu as vu, l'oignon est là et là-bas. Notre interlocuteur de souligner, contrairement à ce que pensent certains, le prix de l'oignon local n'a pas changé. L'importe coûte 12 000 francs CFA le 25 kilos. Alors, Abdoulaye Sakoufaye, dans cette affaire, chacun présente ses arguments et la question qu'on se pose naïvement, c'est qui est-ce qui a tort et qui est-ce qui a raison? C'est difficile de trancher cette question, mais le problème fondamental qui se pose, et ça c'est depuis quelques années, c'est un peu la question de la régulation du marché. Vous savez que l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, fixe ses règles, mais offre des flexibilités aux États, qu'il faut qu'à un moment donné, on ferme les marchés pour pouvoir écouler les productions nationales. Aujourd'hui, au Sénégal, nous sommes dans un contexte où les autorités quand même essaient de développer la production locale. On en a parlé tout à l'heure, essayer de faire du consommé local. Et depuis quelques années, cette mesure du gel de l'importation de l'oignon trouve tout son sens dans cette volonté des autorités sénégalaises, un petit peu, de promouvoir. Et pour ce qui est de l'oignon, ce qu'il faut dire, c'est la seule production aujourd'hui au Sénégal, dans la variété que nous avons,
qui nous offre cette possibilité qu'on puisse fermer et s'autosuffire pendant un bon moment en consommation. C'est quand même quelque chose qui est bien. Depuis que cette culture a été introduite au Sénégal dans les années 70, on est parvenu aujourd'hui quand même au Sénégal à des productions assez importantes de l'ordre de plus de 200 à 250 000 tonnes par an. Qui importe l'oignon? Ce sont des commerçants qui sont dans des organisations commerçantes. Combien sont-ils? 5, 10 commerçants qui importent l'oignon? Ce sont des Sénégalais aussi. Ce sont des Sénégalais, je l'assure, et qui assurent d'ailleurs un très grand service. Parce qu'au moment où nous n'avons plus d'oignons, c'est eux qui investissent, qui misent leurs sous pour nous faire amener de l'oignon. Mais dans un cadre global, je disais, s'il faut aujourd'hui protéger, je crois que c'est des milliers de producteurs quand même qui sont dans la vallée, qui vont s'endetter au niveau des caisses de crédit, qui aujourd'hui, les banques, sont de plus en plus enclines à financer les producteurs d'oignons, parce que de plus en plus, c'est une filière qui est rentable. La période de suspension de l'oignon permet une commercialisation qui permet aux producteurs de pouvoir rembourser dans ces banques. Donc c'est aujourd'hui des exemples qu'il faut valoriser et qu'il ne faut pas tuer. Parce qu'aujourd'hui, si pour les intérêts de 10 ou 15 commerçants qui importent l'oignon dans la période, c'est vrai, c'est des Sénégalais, ils font un business, ils ont des employés aussi, ils payent des taxes. Ils payent des taxes, ils sont censés être protégés par l'État du Sénégal. Mais je pense également qu'ils doivent avoir cette fibre-là qui fasse qu'aujourd'hui, l'État puisse être amené à les convaincre d'une manière ou d'une autre de trouver un juste équilibre pour que quand on ferme les importations, mais qu'il n'y ait pas d'oignon. Et quand la production d'oignon locale, elle est là, qu'elle soit prête. L'État du Sénégal également se doit aujourd'hui d'accompagner pour qu'on puisse avoir de l'oignon de qualité. Le problème qui se pose, nous avons de l'oignon gorgé d'eau, les ménagères n'en veulent pas parce que les producteurs sont très pressés de le faire rentrer sur le marché parce que c'est encore lourd et au poids, ça pèse beaucoup plus et ça fait surrentrer. Tout ça, ce sont des choses qu'il faut que l'État du Sénégal essaie de faire au travers de ses programmes dans la vallée, qu'on puisse avoir des magasins de stockage qui puissent permettre aux producteurs de garder leur oignon. Parce qu'aujourd'hui, en fait, la différence entre l'oignon du Sénégal et l'oignon que vous voyez de Hollande, ce n'est autre qu'une question de conservation. Vous allez à Pout en période de production d'oignons, vous voyez des gens qui empilent leurs oignons sur le long de la route parce qu'ils n'ont pas de magasins où les mettre. Évidemment, il y a l'Union européenne qui est en train de financer des magasins de stockage, mais ça ne suffit pas. Mais je crois que dans la définition d'une stratégie nationale de promotion de l'agriculture, de privilégier la production nationale, l'État doit encore un peu plus s'engager dans l'accompagnement des agriculteurs pour leur donner des bons engrais, pour leur donner également des semences qui soient des semences qui ont pu se vendre. Parce qu'aujourd'hui, quand même, l'oignon sénégalais sort. On a importé, on a exporté en 2011 ou en 2012 quand même, et c'est le ministre qui a présidé des conteneurs d'oignons de variété Mercedes en Espagne. Et le ministre Alioune Sarr également, récemment, est allé dans la vallée pour faire une visite, où en tout cas, des missions d'exploration ont été envoyées dans certains pays, comme la Mauritanie ou encore le Mali, où il y a des besoins de pratiquement 6 000 tonnes d'oignons que le marché du Sénégal peut satisfaire. Mais évidemment, avant d'aller vendre de l'oignon, il faut qu'on ait de l'oignon assez en suffisance de qualité avant d'attaquer ces marchés-là. Donc, il faudrait trouver un juste équilibre, en tout cas, entre les besoins que nous avons de développer cette filière oignon avec des producteurs quand même qui vont donner l'exemple, pourquoi pas, vers d'autres filières, pour avoir une autosuffisance alimentaire. Il n'y a rien d'impossible dans ce sens. Les pommes de terre, les carottes, tout ça, on peut le cultiver. When there is a will, there is a way. Mais évidemment, il faut de la volonté et il faut que ça soit beaucoup plus professionnalisé pour que les gens ne soient plus quand même des simples artisans. A lâché le mot. C'est le juste équilibre. Je pense que l'État ne peut pas simplement aider les importateurs en leur facilitant l'accès au marché. C'est-à-dire qu'on ne peut pas inonder le Sénégal d'oignons étrangers. Il faut protéger la production locale, parce qu'on le disait tout à l'heure, il nous faut produire. Si on peut avoir un avantage comparatif dans ce domaine, je pense qu'il faut renforcer ces producteurs-là. Maintenant, on est dans un monde ouvert, on ne peut pas vivre en autarcie. Il faut... Le Sénégal a signé des conventions aussi avec l'Organisation mondiale du commerce, entre autres. Mais c'est ce rôle de régulation que doit jouer l'État. C'est-à-dire qu'on ne va pas sacrifier la production locale parce qu'il y a des enjeux de développement qui sont contenus là-dedans, mais aussi on ne va pas fermer nos frontières parce que nous avons besoin d'exporter aussi. L'UNACOIS qui crie à U et à Dia, c'est l'Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal. Moi, mais pour l'UNACOIS, on dirait que c'est juste des commerçants, quoi. Il faut aussi qu'ils investissent dans cette production locale. Ont signé un protocole d'accord avec le gouvernement. C'est ça, je pense qu'ils doivent produire aussi.
parce que c'est des pertes de devises énormes si l'on se résout simplement à importer. Il faut accepter qu'il faut de l'importation, mais aussi il faut protéger la production locale. Mais maintenant, il faut demander à nos producteurs locaux d'améliorer la qualité de ce qu'ils font. La qualité. Sinon, nos bonnes dames continueront toujours à ne pas aimer cet oignon-là. Parce que... mais dans un contexte... Il y a beaucoup d'eau dans cet oignon-là. Abdoulaye Sakoufaye, dans un contexte où l'on parle de sursaut national, de promotion de l'agriculture locale, lorsqu'on sait que durant cette semaine du 23 février, le ranch de Doli a connu une série d'incendies, ou si l'on veut un incendie quasi continu, et on n'avait pas, c'est passé totalement inaperçu. On n'avait pas d'eau pour aller l'éteindre, il n'y avait pas de véhicule. Est-ce que, quand vous parlez de volonté, est-ce qu'il y a donc la volonté? Il y a quelques mois, le président était au ranch de Doli. La responsabilité est partagée, que ce soit du côté des pouvoirs publics, de la presse, des populations. Je pense que quand il y a un incendie au Canada, aux États-Unis, on est informé quotidiennement. Chaque heure, tu vois l'équipe. Mais le ranch de Doli brûle. Je ne crois pas qu'on ait eu les images à la télévision. Les images, moi, c'est peut-être... c'est uniquement, du moins... dans la presse quotidienne. C'est beaucoup plus la presse écrite qui l'a rapporté. Je pense que ça... un incendie sur plusieurs jours. Les équipes de Dakar devraient même envoyer des équipes, les rédactions de Dakar, des équipes de reportage sur place pour voir qu'est-ce qui se passe. Mais nous en revenons, est-ce qu'il y a une volonté? Les forêts n'avaient même pas de moyens pour étendre ce qu'il a. Ça doit faire l'objet d'une mobilisation nationale parce que la ranch de Doli peut nous valoir des satisfactions en matière de production. Oui, mais justement, parce que depuis le début de cette émission, vous parlez de volonté. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une volonté dans un... En tout cas, sur ce cas précis... Ça a suscité quand même les insuffisances entre le discours et la réalité. C'est ça. Le président de la République s'y est rendu. C'est vrai que c'est un ranch qui était pratiquement en décrépitude. Et la volonté de l'État a été affichée à travers cette visite-là pour redorer quand même le secteur agro-pastoral avec des mesures importantes qui ont été annoncées. Mais derrière, il y a eu la réalité qui nous a vite rattrapés avec un incendie, évidemment, où les gens n'avaient aucun moyen. C'est ça. Peut-être d'aller éteindre cet incendie-là. Pas d'eau, pas de carburant, pas de véhicule. Pas de carburant, manque de peau. Donc, il faudrait qu'aujourd'hui, au-delà des discours quand même qui sont prononcés, que les actes soient posés le plus suffisamment, mais aussi le plus rapidement possible. Aujourd'hui, le président a annoncé les mesures. C'est vrai que l'administration, elle est très lente, mais je crois qu'aujourd'hui, quand même, il aurait dû avoir au minimum quelque chose qui puisse lutter aujourd'hui contre les incendies, puisqu'on le sait, en ce moment, c'est la saison des incendies. On est en plein au mois de février, au mois de mars, au mois d'avril. Ça va augmenter parce que l'herbe est complètement asséchée en ce moment, et les pratiques des agriculteurs qui veulent débroussailler en allumant des feux ça et là, c'est dommage. Il aurait fallu qu'il y ait peut-être des infrastructures environnantes comme à Linguer par exemple, qui est le chef de localité, si je ne m'abuse, qui est le plus proche pour aller éteindre cet incendie-là. Mais également, cela montre qu'au-delà des discours, il faudrait un peu plus d'action, de rapidité dans l'action pour que de pareils cas ne se reproduisent plus. Justement, il y a un instant, Balé Préra déplorait le fait qu'on n'ait pas eu d'image. Nous allons rentrer dans le thème relatif aux médias, précisément en parlant de cet atelier organisé par le Conseil national de régulation de l'audiovisuel. Il s'agit notamment de protéger l'une des couches les plus sensibles de la population, c'est l'enfance. Magnéto. Le CNRA veut mettre fin aux dérives dans le contenu des chaînes de télévision sénégalaises nuisibles à l'éducation des enfants. Des journées d'études sur la protection du jeune public ont été initiées dans ce sens. Cheikh Bamba Ndiaye est le directeur de cabinet du président du CNRA. Mais au-delà de cet atelier, il y a la constitution d'un panel composé de personnalités qui interviennent dans le cadre de la protection de l'enfance, les parents, les associations, et des spécialistes des questions de l'enfance qui ont été regroupés et qui ont discuté de la nécessité d'élaborer une stratégie pertinente de protection de l'enfant par rapport au contenu des radios et télévisions. Lorsque nous parlons du contenu justement des médias, les aînés de la profession sont interpellés directement. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, est-ce que le diable est dans le contenu que proposent les médias audiovisuels, notamment par rapport à la jeunesse? En tout cas, il y a des efforts à faire. Moi, des fois, il m'arrive de regarder certaines images et je pense que notre enfance n'est pas suffisamment protégée. Je pense que l'alerte du CNRA vient à son heure.
il faut améliorer, continuer, essayer de protéger. Même dans certains pays, il y a certaines précautions qui sont prises quand il s'agit de diffuser certaines images, certains programmes à certaines heures. Mais ici, on dirait qu'il n'y a pas de régulation à ce niveau. Je pense que le CNRA doit aller au-delà de la dénonciation, essayer de poser des actes concrets, précis, quitte même à appliquer des sanctions si des... Une fois de plus, passer en force. S'il le faut, parce que le CNRA a publié plusieurs avis, plusieurs mises en garde, des alertes. Moi, je ne suis pas pour une police... police des mœurs pour la répression du vice, brigade pour la répression du vice et la promotion de la vertu, comme cela existe autre part. Mais pour certaines couches vulnérables, je pense qu'il faut les protéger, parce qu'il y va même de leur moralité, de leur vie en société. Je pense que sur ce plan-là, on a beaucoup d'efforts à faire en tant que média, en tant que diffuseur d'informations. Et le CNRA doit être soutenu par les pouvoirs publics et même la société, parce que tout le monde y gagne. Parce que les enfants ne sont pas responsables. Et même si vous, dans le code actuel de la presse, il est prévu des articles où l'enfance est protégée. Mais l'application tarde, pose problème. Mais Abdoulaye Sékou Faye, se plaindre que l'on diffuse un certain contenu, c'est une chose. Mais au fond, où sont les parents? Pourquoi est-ce que les parents ne veillent pas à ce que leurs enfants ne regardent pas telle ou telle chaîne? Oui, mais les responsabilités sont partagées. Mais évidemment, nous vivons dans une société où, en tout cas, l'émetteur est beaucoup plus à même de contrôler, en tout cas de contribuer à freiner la dérive qu'il y a que le récepteur. Parce que dans le récepteur, vous avez l'enfant, vous avez la famille, le parent qui est au travail, la maman qui n'est pas là. Voilà, donc il y a une démission des parents quelque part. Non, il n'y a pas une démission des parents, mais je veux dire, les facteurs qui font qu'en fait les parents ne surveillent pas leurs enfants, qui regardent la télé, qui regardent des images qu'ils n'auraient pas dû regarder. Je pense que dans cette responsabilité-là, je crois que la responsabilité de l'émetteur, c'est-à-dire des médias, est beaucoup plus facile à assumer que celle des parents. Parce que c'est des aspects techniques au niveau des médias qui font que les parents peuvent ne pas avoir à se dédoubler ou en tout cas à faire une trésor d'ingénierie pour empêcher aux enfants de regarder. Si les médias font correctement leur travail, si les médias avertissent, mettre les logos interdits aux moins de 12 ans, interdits aux machins, qui ne publient pas certaines émissions à certaines heures, rien que par rapport à une prise de conscience. Parce que ceux qui sont quand même les patrons de médias, c'est d'abord des pères de famille. Ils sont des enfants comme vous et moi et qui ne voudraient pas que leurs enfants quand même soient agressés par une certaine image à la télévision. Je crois que d'abord c'est dans les médias qu'il faudrait qu'on essaie de se faire beaucoup plus violence pour appliquer ces mesures-là. Maintenant, il demandait aux parents, évidemment, d'avoir un peu plus de responsabilité par rapport au temps que les enfants passent à la télévision et sur les images qu'ils regardent. Mais vous ne pouvez pas, à 20h, demander à votre enfant d'aller se coucher, de ne pas regarder la télévision. Ou à 21h, ou ici à 21h, vous savez souvent des émissions qui passent et qui ne sont pas très recommandées. Les parents ont une certaine responsabilité, mais je pense que ça, c'est indéniable. Il faut qu'un parent veille aussi sur ce que regardent ses enfants. Mais aussi l'offre programmatique pour la jeunesse est des fois très pauvre. Est-ce que les moyens sont disponibles? Mais il faut Est-ce que l'environnement aujourd'hui permet d'avoir des entreprises de presse viables qui produisent du contenu? Pour les jeunes enfants, quand tu veux qu'ils regardent des émissions plus ou moins appropriées pour leur âge, tu es obligé de regarder les chaînes européennes. C'est d'autres réalités, pas forcément. Les réalités, même s'il faut s'ouvrir, mais il y a un certain nombre de choses. Avant l'ouverture, il y a l'enracinement. L'enracinement, comme disait Senghor. Mais malheureusement, on ne produit pas. À part peut-être Kirikou, qui était même une production plus ou moins européenne. Même pour produire en s'appuyant sur nos réalités africaines, on est obligé de faire appel à l'extérieur, de copier. Alors qu'on aurait pu créer, parce que la télé aussi, c'est de la production. Même si ce n'est pas le diffuseur qui produit, mais qu'il y ait des initiatives privées, c'est-à-dire producteurs pour enfants. Et je pense que c'est des programmes qui peuvent être utiles, agréables et qui ne choquent personne. Je pense en fait que la transition vers le numérique va aider un peu à changer cela, à avoir de la production, parce que la production également, c'est le cœur de la télévision, mais ça coûte extrêmement cher. On ne peut pas faire... mais c'est du business. Mais c'est du business. Il y a un public, il y a de la clientèle. Il y a de la clientèle. Moi, j'aimerais bien que mes enfants puissent regarder des programmes qui sont beaucoup plus en conformité avec mes valeurs. Bien sûr. Mais je suis obligé, mon enfant, je ne vais pas faire de la publicité pour les télés.
Mais vous regardez, c'est surtout les Télétoon Plus, les mangas, les cartes. Et ça, c'est également c'est une question de valorisation de notre environnement, de croire en nous-mêmes, de nous donner les capacités. Aujourd'hui, on se dit que bon, on ne peut pas faire de la production, c'est pas vrai. Il y a des gens qui sont... Il y a un déficit de confiance en nous-mêmes. Non, mais c'est pas vrai, on ne peut faire de la production. C'est vrai, le contenu me choque un petit peu quand je suis certains téléfilms qui sont en train aujourd'hui d'être réalisés sur un modèle plus ou moins étranger avec des scénarios qui quand même sont assez dangereux pour moi. Je ne veux pas citer la série, mais... oui, il y a eu beaucoup de... On connaît la pauvreté du scénario. Voilà, qui risque un tout petit peu de réveiller des aspects de violence, de banditisme au Sénégal. On n'en a pas besoin des films européens, vous voyez ce que je veux dire? Or, on est aujourd'hui quand même dans un pays où on peut vraiment faire de la production locale et de la bonne production, et je vous disais tout à l'heure... Et même exportable, des fois. Exportable. C'est ça, qu'on soit au rendez-vous du donner et du recevoir, mais on ne fait que recevoir. Et Senghor disait qu'il fallait apporter quelque chose au rendez-vous. À la civilisation universelle. J'espère que la transition numérique nous permettra aujourd'hui d'alléger les charges, de créer de nouveaux métiers de l'audiovisuel, des gens qui peuvent permettre à des structures indépendantes de venir proposer des programmes à des chaînes de télévision comme Walfadjri ou une autre chaîne de télévision, parce qu'il est évident aujourd'hui qu'il n'y a aucune chaîne de télévision en ce moment au Sénégal qui peut être son propre producteur, parce que les conditions sont hyper difficiles, ça coûte cher et il faut avoir vraiment les moyens de le faire. Il faut que les structures collaborent et que les gens achètent la production. C'est un autre pas qu'il faut franchir en termes de liberté de la presse. 30 secondes. La liberté de la presse est importante au Sénégal. Maintenant, l'environnement des médias, comment faire pour qu'elle soit rentable, que les gens puissent investir et puissent attendre un retour sur investissement. C'est un gros problème qu'il nous faut résoudre. Nous noterons donc cela comme votre dernier mot. En tout cas, merci à vous, Balé Préra, d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir. Et pour moi, c'est un honneur de revenir dans ma maison où j'ai fait mes premiers pas en journalisme. Journaliste et communicant, Balé Préra, merci. Merci également à vous, Abdoulaye Sakoufaye, journaliste, directeur de Trade FM. Vous suiviez Actu en 7 sur Walfadjri. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toutes les personnes qui nous ont permis de vous présenter cette émission. Remerciements à Hubert Assogba, Mme Sidi Diop, Ramatoulaye Sall Diop, entre autres. Agréable suite de programmes à toutes et à tous.